Mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères, je suis très content d'être ici parmi vous. J'aimerais... Ah oui? D'accord. J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe du CIFAL qui nous a offert cette tribune pour vous parler un peu de nos travaux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Sami Tiraj, je suis pharmacien d'officine installé à Béjaïa et membre du conseil national du SNAPO. Je laisse ma collègue se présenter. Ce sera rapide. Nedji Aboulfred, pharmacienne d'officine installée à Médéa et membre du conseil national du SNAPO. Merci. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'oncologie en officine. Sauf que c'est un titre qui mérite un petit peu une précision. On va l'encadrer. On va parler d'un nouveau service lié à la santé. C'est un projet que le SNAPO c'est dans son programme. Donc, mais plus précisément, dans ce titre, on va plutôt se focaliser sur les avantages de prendre en charge les malades atteints de cette pathologie qui se soignent en ambulatoire, c'est-à-dire de les prendre en charge au niveau des officines. Et j'entends par ambulatoire, donc les malades qui vont le matin de leur maison à l'hôpital et reviennent en fin de journée avec des médicaments anticancéreux de forme sèche, la forme orale, c'est-à-dire c'est le but un petit peu de notre communication d'aujourd'hui. Pour ce faire, on va faire quelques chiffres et notions en introduction. Donc on va voir l'état des lieux, qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Les avantages de se tourner vers l'officine, on va voir quels sont donc ces avantages, les nouvelles missions qu'on peut lui accorder. Et puis, il faut qu'on réponde à deux questions. Que faut-il faire alors pour aboutir et qu'a fait le SNAPO? Et on terminera bien évidemment par une conclusion. Donc, comme vous le savez sans doute, l'oncologie est une branche de la médecine dédiée à l'étude et au traitement du cancer. Et malheureusement, on enregistre de plus en plus de nouveaux cas chaque année. On enregistre jusqu'à 50 000 nouveaux cas en moyenne chaque année. Et déjà 50 000, c'est beaucoup. Il y a eu même une année, j'ai oublié, je crois que c'était en 2023, où on a enregistré plus de 65 000 nouveaux cas. Et bien sûr, l'Algérie est en quête perpétuelle de nouvelles solutions pour mettre un frein et de mieux prendre en charge ces patients. Et nous, donc pharmaciens d'officine, nous voulons prendre part à cet effort national et donner de notre mieux pour la lutte contre le cancer. Donc l'état des lieux, on va voir la volonté politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique? On va voir aussi la réglementation en vigueur. Est-ce que la réglementation actuelle nous permet de faire ça? L'arsenal thérapeutique aussi, les financements et enfin l'hôpital et l'ambulatoire. La volonté politique, je dirais que c'est une volonté politique forte et avérée. Déjà que c'est inscrit dans le programme présidentiel, donc c'est un engagement... Docteur, s'il vous plaît, essayez de vous rapprocher un peu plus du micro. Un peu plus, ok. Donc c'est c'est inscrit dans le programme présidentiel, c'est un engagement présidentiel et aussi nous pharmaciens, j'ai dit tout à l'heure que c'était palpable dans le sens où nous pharmaciens, on a vu venir dans nos officines des assurés atteints de cette pathologie et qui n'ont aucune couverture sociale mais dotés et munis d'une carte Chifa qui prend en charge entièrement leur maladie, leur pathologie. Donc c'est vraiment palpable, ça on l'a vu nous-mêmes.
les fonds, il y a eu une création de fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le cancer. Ce fonds a été créé en 2012, je crois. Il est actuellement, le dernier chiffre que j'ai vu, il est de 65 milliards, n'est-ce pas 65 milliards de dinars, c'est ça 165 milliards de dinars, c'est énorme. Et puis, il y a aussi le CNSE. Le CNSE, c'est un organe qui est directement relié à la présidence et qui a émis un avis favorable quant à l'extension de la dispensation de ces médicaments au niveau des officines. Mais encore, au fait, il y a plein de... Je vais passer parce qu'il y a plein d'exemples en feuilletant un petit peu la presse. On va trouver plein d'exemples de volonté politique comme le plan anti-cancer 2014-2019 et l'actuel 2024-2029. Il y a aussi l'installation par le président de la République en février de l'année passée de la Commission nationale de prévention de la lutte contre le cancer, présidé par professeur Bounjat. D'ailleurs, il y a eu même une réunion où c'est le président de la République qui a présidé cette commission. Il y a plusieurs décrets, la création des CAC et puis la consécration du traitement en ambulatoire. Et puis il y a aussi, comme il y a un fonds pour la lutte contre le cancer, il y a aussi un fonds pour la lutte contre le tabagisme. C'est vous dire que la volonté, ça foisonne, il y a plein d'exemples comme ça pour la volonté politique. La réglementation, je dirais qu'elle est favorable, c'est une réglementation propice. Déjà qu'il y a les recommandations de l'OMS quant à l'élargissement des missions du pharmacien. Et ces recommandations trouvent un écho favorable dans notre loi de santé 1811, notamment dans son article 179 qui parle effectivement de l'élargissement du rôle du pharmacien. Toujours dans la réglementation, on est dans l'obligation, ça c'est l'article 170, on est dans l'obligation, nous, pharmaciens d'officine, de faire de la formation continue, car déjà pour nos bases et puis pour toute nouvelle mission, il est impensable d'entamer une nouvelle tâche sans qu'on ait eu une formation conséquente et adéquate. Donc déjà que c'est obligatoire, même c'est la logique qui le dit. Il y a aussi l'article 177 qui nous impose de faire de la pharmacovigilance et d'apprécier l'observance et de faire dans l'information médicale. Je laisse ma collègue terminer. Je vais rajouter juste un petit complément sur la pharmacovigilance. Je reprends. Très bien. Alors, juste un petit complément. La pharmacovigilance est une obligation pour tout professionnel de santé, qu'on soit médecin ou pharmacien. Donc, tout professionnel de santé doit relever ses observances quant au traitement pris par le patient au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance et par obligation donc mentionné dans la loi 1811. L'arsenal thérapeutique, quant à lui, offert aux malades, il est d'abord prescrit par des médecins, mais qu'en est-il du terrain et le tissu industriel? Nous pouvons voir sur la nomenclature déjà que l'oncologie occupe la 5e place. C'est la 5e classe de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage officinal. Elle est composée de pas moins de 14 sous-classes qui contiennent... Docteur, est-ce que vous pouvez encore vous rapprocher? On vous entend très mal. Qui contiennent donc plus de 150 codes DCI, dont 126 sont affectés exclusivement à l'hôpital et rien que, je dirais, parce qu'on a l'espoir d'avoir plus, rien que 28 codes DCI sont attribués à l'officine. Et comme disait tout à l'heure docteur, on voit l'Imurel, on voit l'apripitant, on voit l'andozétron. Donc
Ceux-là, ils sont déjà utilisés en officine, mais aussi certaines molécules sont affectées à l'officine, mais ne sont pas remboursables, telles que la capecitabine. Elle est affectée à l'officine, mais du moment qu'elle n'est pas remboursable, aucun pharmacien ne va l'avoir au sein de son officine. Donc, c'est des prix impensables pour les malades et donc l'impossibilité de les dispenser en officine. Tout ça pour dire que la nomenclature contient pas moins de 310 noms de marques que compose la classe oncologie, mais à peine 45 sont affectés à l'officine. C'est là où on espère avoir plus de médicaments ou de molécules affectées au niveau des officines pour rapprocher le soin aux malades et impliquer le pharmacien d'officine dans le protocole de prise en charge de ces patients. Ces malades, ces médicaments sont à usage ambulatoire, oui, mais ils sont essentiellement des formes sèches à administrer donc par voie orale. Ils sont simples d'utilisation, connus depuis plusieurs années, voire une vingtaine d'années, utilisés en milieu hospitalier en Algérie, mais aussi en milieu officinal sous d'autres cieux. C'est des médicaments à petit, on va dire, comme tout médicament est toxique. Donc on ne dira que ces médicaments que nous demandons en officine sont à faible effet indésirable ou les moins contraignants pour ces malades, pour leur dispensation en officine. Ils sont à un coût relativement raisonnable, mais c'est essentiellement des médicaments produits en Algérie. Donc pourquoi ne pas les céder aussi à l'officine pour les rapprocher à nos malades? Leur double affectation pourra donc contribuer à faciliter l'accessibilité des patients atteints du cancer à ces soins, notamment à usage ambulatoire. Mais si on les affecte en officine et le remboursement ne suit pas, aucun effet ou aucun changement ne sera observé en officine. Donc, aussi, nous demandons que ces produits soient remboursables, donc via le système Chifa, pourquoi pas. Actuellement, ces produits sont affectés, certains de ces produits sont déjà affectés à l'officine, donc tels que, comme je l'ai dit, la capecitabine, mais ils sont non remboursables. Mais nous avons d'autres propositions à faire. Pour juste vous donner un aperçu, voilà quelques médicaments utilisés en officine. C'est l'azatioprine, l'imatinib. L'imatinib est affecté à l'officine, mais n'est pas remboursable. Or, c'est une molécule très utilisée dans différents types de cancers. Nous avons aussi le méthotrexate, l'acide zoledronique, le témozolamide qui lui aussi est affecté à l'officine mais non remboursable pour le moment, et l'aprepitant pour les effets secondaires que peuvent être observés après une chimiothérapie contraignante. Donc le tissu industriel algérien est de plus en plus étoffé ou de plus en plus développé. Nous observons pas moins de 14 laboratoires qui se partagent donc pas moins de 300 noms de marques. On ne veut pas tout avoir, mais au moins ceux qui sont en forme à administration orale ou encore forme sèche. Quelques laboratoires se sont spécialisés dans ces médicaments. Nous allons citer que
certains, par exemple Biopharm, Hikma ou Sofal, UPC, mais la liste est longue, donc il y en a 14 pour le moment. Et pourquoi ne pas les affecter à l'officine? Pour ça, je demanderai à M. Tirache de reprendre le financement qui est lui-même pas simple à faire. Moi, je pense que c'est simple. On va voir. Vous allez me dire que déjà qu'il y a les fonds sont disponibles. Il y a les fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le cancer. Ces fonds-là, au fait, ils sont utilisés pour équiper les hôpitaux et les centres anti-cancer en équipement de radiothérapie. Et ce fonds sert aussi à payer la facture de la PCH pour ces médicaments anticancéreux. Il y a le tiers payant aussi. Donc ça fait partie du financement. Les patients n'auront pas à payer leurs médicaments car nous, pharmaciens, nous sommes très habitués. Nous avons même participé à sa démocratisation. Rien que pour l'année 2023, comme vous le voyez, on a vu passer dans nos officines plus de 86 millions de factures. Il y a aussi, donc ça fait partie de la volonté politique qui est devenue palpable, c'est-à-dire que même les malades qui n'ont aucune assurance, qui n'ont aucune couverture sociale, CNAS, CASNOS, sont dotés et munis de cartes Chifa qui prennent en charge leur maladie à 100%. Maintenant, on va parler un petit peu de l'ambulatoire. Ça fait toujours partie de l'état des lieux, ce qui se passe actuellement sur le terrain. Comme vous le savez, comme on l'a déjà dit, le nombre de malades ne cesse de croître. Il y a des centres qui peuvent recevoir jusqu'à 150. À Béjaïa, rien que la semaine passée, les oncologues et les pharmaciens hospitaliers me parlaient de 10 nouveaux cas diagnostiqués positifs chaque semaine. Donc c'est 10 chaque semaine, pas moins de 10 chaque semaine. Ça, c'est qu'un hôpital à Béjaïa. Et je ne parle pas des autres régions d'Algérie. Ces patients-là sont confrontés à des délais d'attente. Ils sont là dans un hôpital, ils doivent respecter une procédure et ça prend malheureusement beaucoup de temps. Il y a des salles d'attente et des délais d'attente contraignantes pour ces patients. Il y a des tensions sur certains médicaments et le risque de récidive, c'est-à-dire la tension sur ces médicaments font que ce patient fait des kilomètres et des kilomètres pour revenir chaque jour, chaque 2 jours, pour voir si son médicament est arrivé ou pas. Et il y a le risque de récidive en cas de rupture de ce médicament, et ça c'est la phobie de tous les oncologues. Il ne faut pas lui parler de rupture. Il y a l'éloignement géographique, ça nous le constatons tous. Les patients viennent très souvent de très loin, mais comme toujours, et je le dis très souvent, ces patients-là, ils sont voisins, ils ont une pharmacie juste en bas de chez eux, juste derrière leur maison, il y a une pharmacie. Et c'est dommage de faire des kilomètres et des kilomètres alors qu'il y a une pharmacie à moins de 10 mètres. Il y a le stress du patient, donc cet éloignement géographique et ces délais d'attente, ces formalités font que le patient est stressé. Et puis le stress, c'est très mauvais dans cette maladie. Ça, c'est tous les oncologues aussi qui vont vous le dire. Et il ne faut pas aussi oublier les accompagnateurs et les proches. Et de temps en temps, ça devient un fardeau. Les gens qui ont vu ça savent bien de quoi je parle. Maintenant, on va voir quels sont les avantages de se tourner vers l'officine. Donc, on va voir déjà l'officine en tant que structure. Donc, c'est un réseau national. La quasi-totalité des communes algériennes sont dotées d'au moins une pharmacie.
On a 13 000 pharmacies bien réparties à travers le territoire. Il y a même dans 5 000 qui sont ouvertes dans des zones reculées et enclavées. C'est un espace de santé à échelle humaine. Il y a un confort psychologique certain, c'est-à-dire il y a, comment vous l'expliquez, un patient cancéreux qui rentre dans une pharmacie où il voit son cousin ou son voisin qui est diabétique et l'autre qui a une angine, il se dit que finalement ma maladie n'est pas aussi grave, je vois tout le monde, tous mes voisins ici, donc c'est sa zone de confort, il se sentira mieux près de chez lui que loin de chez lui. Il y a aussi les espaces de confidentialité, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, depuis l'avènement de la loi de santé, où ça parle de services de santé, plein de pharmaciens ont compris qu'il fallait, en réaménageant leurs officines, de créer des petits espaces où ils peuvent accueillir des patients diabétiques, hypertendus. On explique très souvent pour un diabétique, par exemple, comment faire son insuline et tout ça. Et on les prend dans ces espaces de confidentialité. Donc, il y a un certain confort dans les pharmacies. Un espace de santé de proximité et sans prise de rendez-vous, ça c'est tout le monde qui le sait. Et bien sûr, on assure un service de garde qui est obligatoire, de jour comme de nuit, et même les jours fériés. Maintenant, quels sont les avantages de se tourner vers le pharmacien? Donc le pharmacien en tant que personne, en tant que professionnel. Donc le pharmacien dispose de compétences certaines, vu son parcours universitaire et académique. Nous, les pharmaciens, nous assurons, d'ailleurs c'est notre cœur de métier, on assure l'éducation thérapeutique, les effets secondaires et même l'observance, on est tenu. Docteur Tirage, plus que 5 minutes. D'accord, normalement j'aurais fini, j'espère. Donc l'observance, mais cette anecdote, je vais la raconter parce que mes confrères pharmaciens vont identifier ce malade. Vous savez, le malade qui vient à la pharmacie, il vous donne une QSP de 3 mois, vous lui donnez 3 boîtes, il vous dit non, c'est bon, donnez-moi une seule ou 2. Là, on comprend très bien qu'il n'y a pas eu d'observance et nous, on intervient souvent dans ce genre de situation. Le pharmacien est apte à faire des formations. La formation continue, on l'a dit, est obligatoire. Le pharmacien gère déjà 28 DCI dans sa pharmacie. On gère la pharmacovigilance. Il y a une maîtrise de stock et d'économie. J'aimerais dire 2 mots ici. La maîtrise de stock, quand on dit, contrairement à l'hôpital qui fait des achats prévisionnels, le pharmacien, il ne va pas prévoir. Le pharmacien va avoir 1, 2, 3 malades, c'est-à-dire il est plus facile de gérer 2, 3 malades qu'une prévision. C'est pour ça que ça fera une économie de santé. Et puis le pharmacien a bien su, nous allons le voir juste après, a bien su gérer les nouvelles missions qui lui ont été confiées. Donc, rapidement, le patient, s'il est pris en charge en officine, c'est quoi? C'est un désengorgement très rapide dans les hôpitaux. L'hôpital va bénéficier d'un budget supplémentaire pour les thérapies innovantes. Ces thérapies innovantes, c'est quoi? C'est l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Et puis, il y a aussi l'impact psychologique certain que va avoir positif, un impact psychologique positif que va avoir ce patient en allant chez le pharmacien. Les missions qu'on a eu à faire dans un passé très récent, je saute. Donc on a assuré la vaccination anti-Covid-19, le dépistage, les tests antigéniques, la vaccination grippe saisonnière qu'on fait toujours actuellement. Et on a même eu à renouveler des ordonnances pour une petite période. C'est une mission liée à la santé, ces renouvellements d'ordonnances, mais tout ça a été fait après des formations adéquates et adaptées. La mission de l'oncologie en officine, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des entretiens pharmaceutiques, prévenir les effets indésirables, les traiter et les gérer
le cas échéant, réaliser une analyse des interactions médicamenteuses, et ça, c'est pas une mince affaire. Une bonne analyse, ça prend au moins 15 à 20 minutes en s'asseyant tranquillement et bien étudier les ordonnances et l'historique, coordonner avec les médecins traitants aussi, ça fait partie de la mission, apprécier l'observance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la bonne utilisation des médicaments, et s'assurer surtout des disponibilités, c'est-à-dire dès que le patient sort avec son traitement, on commence déjà 3 mois avant à chercher son traitement. Donc, l'entretien pharmaceutique, je vais passer, c'est pas la peine. Les autres missions à envisager, ça c'est important. Donc il y a la dispensation. Il y a aussi d'autres missions qu'on peut imaginer, qu'il faudrait, sous d'autres cieux, comme on le dit, on le fait, et c'est une pratique très courante, c'est la réalisation de campagnes de dépistage, moyennant des TROD. Réaliser des campagnes de sensibilisation, ça c'est le dépistage. C'est-à-dire on sensibilise les gens à faire du dépistage. Intégrer la vaccination anti-papillomavirus en officine, les médicaments pour la nutrition de ces malades, on peut aussi y contribuer et participer à l'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc comment y parvenir? Je laisse ma collègue terminer. Moi, c'est juste pour finir, avant de conclure, bien sûr, que reste-t-il à faire? À vrai dire, au sein du SNAPO, nous travaillons pour définir une liste des médicaments à attribuer ou à affecter à l'officine, et nous dénombrons pas moins d'une quinzaine de molécules. Rien que ça, une quinzaine de molécules à affecter à l'officine, telles que la sumatinib ou encore imatinib, à condition que ces pharmaciens soient pris en charge ou procèdent à des formations adéquates qui leur confèrent cette possibilité de les dispenser en officine ou avoir des fiches adéquates pour mieux conseiller donc les patients au niveau des officines. Donc avoir des protocoles et des textes d'application de la loi 1811 pour mieux protéger le pharmacien, la numérisation et la création d'un dossier patient, à vrai dire, pour travailler en étroite collaboration avec le médecin traitant ou encore même le comité multidisciplinaire avec le pharmacien de l'hôpital et aller vers la continuité pour la prise en charge au niveau de l'officine et après ouvrir des canaux donc de communication assez sécurisés pour la continuité de ces traitements. Cette double affectation en usage hospitalier et en officine ne peut avoir suite si on n'a pas envisagé ou réfléchi au remboursement de ces médicaments. Qu'a fait le SNAPO depuis? Dans ce sens, la conférence, si vous vous rappelez, la conférence de l'année dernière a été dédiée à l'oncologie. Il y a eu des réunions et des correspondances diverses avec le CNESE, mais aussi avec le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, pas rien que la semaine dernière. Des communications lors des journées thématiques et des salons pharmaceutiques, parce qu'on n'a pas d'autres moyens de nous former, nous, pharmaciens d'officine. Donc, dans l'attente de ces formations qualifiantes ou diplômantes, nous contribuons à nous former nous-mêmes, comme aujourd'hui. Les campagnes d'information et de sensibilisation pour le dépistage, tel que l'a tracé le programme du SNAPO pour l'an 2025, et l'oncologie devient un dossier prioritaire avec l'ADFA, donc l'association des distributeurs, et l'UNOP pour mieux servir le patient atteint de cette pathologie. Pour finir, je laisse Monsieur Tirage s'il veut bien conclure. Et laissez-moi quand même un mot pour la fin, Bien sûr. si vous voulez.
En théorie, vous n'avez plus de temps, hein. Mais là, on est arrivé à la conclusion, donc on a fini en théorie. Allez-y. Donc, pour conclure, je dirais que c'est possible très rapidement. Je vais juste répéter ce qu'on a dit tout au long de cette communication. Le maillage officinal, donc, qui couvre tout le territoire national. Donc, on dispense déjà 45 marques, mais qui sont malheureusement pas toutes remboursées. Il y a l'expérience récente des missions qui ont été confiées aux pharmaciens, l'aptitude à entreprendre et à faire des formations. Et à la carte Chifa, donc, qui prend en charge tous les malades, y compris ceux qui n'ont pas, pour cette maladie, pour ceux qui n'ont pas de couverture sociale. C'est la loi qui le dit, il faut élargir le rôle du pharmacien, donc il faut attendre les textes réglementaires. Il y a la circulaire aussi qui rend obligatoire la disponibilité, la consécration de la disponibilité en ambulatoire. C'est possible et c'est nécessaire pour alléger la souffrance des patients, le désengorgement des hôpitaux, aller vers les thérapies innovantes, une meilleure observance et enfin une économie de santé. Le pharmacien, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et je donne un petit mot de la fin à ma collègue. Merci. Merci à vous deux. Il faudra conclure pour pouvoir prendre quelques questions. C'est juste pour Oui, allez-y. dire aussi nos remerciements au CIFAL de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer, à Esprit Ouvert et à leur tête, M. Loubert et M. Chéry, parce qu'il faut mettre ce dossier sur En relief, travailler. Oui. en parler, bien sûr. Justement, Et c'est pour ça qu'il merci. faudrait... Merci beaucoup, docteur.